Irène Thirouin, donc j'ai 22 ans maintenant. Je suis dans ma dernière année d'études à Normale-Sup en langue vivante et j'ai fait aussi donc des études, une licence d'anglais et une licence et un master de coréen, donc je fais vraiment des études de langue. Je dois beaucoup de choses à l'implant et que c'est ce dont j'aimerais témoigner aujourd'hui. Je voulais juste vous rappeler, vous expliquer en quelques mots ce qu'a été mon parcours. Donc, je suis née en 1998, donc au tout début de l'implant cochléaire, et j'ai été dépistée quand j'avais 5 mois par un vrai coup de chance, un vrai hasard, puisqu'on croit que c'est visible, mais ça ne l'est pas du tout. Et c'est simplement un médecin, lors d'une visite de routine, qui trouvait que je ne tenais pas très bien ma tête, et donc qui a ordonné une batterie de tests, sans penser à la surdité en particulier, et donc c'est la surdité qui est revenue positive, et donc c'est là que mes parents ont découvert que j'étais sourde. Et donc ça a entraîné une implantation tout de suite après, quand j'avais 20 mois. Alors je me suis permis de mettre une petite photo de moi le jour de mon implantation, donc ça remonte à 20 ans, c'était vraiment les tout débuts de l'implant, et je trouve que cette photo est très très mignonne, et David était extrêmement gentil avec moi à l'hôpital, j'en ai pas de souvenirs mais beaucoup de photos, et donc le petit pompon sur ma tête pour me mettre de bonne humeur avait visiblement bien marché. J'ai fait à ce moment-là de l'orthophonie à l'hôpital jusqu'à l'âge de 3 ans, et puis j'ai fait une dernière année d'orthophonie, cette fois chez une orthophoniste non spécialisée pour les sourds. J'ai fait 1 an avec elle et au bout d'1 an, elle a dit que je parlais normalement et que je n'avais plus besoin d'orthophonie. Et donc, à partir de là, j'avais de très bons résultats d'audition, donc 100% de compréhension dans le silence. Et moi, je pensais que tout était très bien et suffisait, mais ma mère a insisté pour que je me fasse implanter de la 2e oreille quand j'étais déjà adolescente. Moi, je ne voyais pas trop l'intérêt puisque je trouvais que j'entendais déjà très bien. Mais ma mère a gagné et a eu bien raison parce que finalement, ça m'a apporté énormément de choses. Et c'est aussi une chose que je voulais dire aujourd'hui. Vous incitez ceux qui sont déjà implantés d'une oreille à penser à la 2e aussi. Alors j'ai mis une petite photo de moi dans la 2e implantation. Moi qui n'y croyais pas trop au début, ça a changé énormément de choses. Pas tant en perception, j'entendais pas plus de choses, mais ça a rapporté énormément de subtilité à mon audition. Et notamment, ça m'a permis l'accès à la musique, c'est ce dont je reparlerai peut-être un peu plus tard. Le son est devenu beaucoup plus détaillé et profond, sans parler de la localisation dans l'espace et de ce genre de choses. Donc je vous incite vraiment à penser à la 2e implantation. Juste pour une petite anecdote quand même, après ma 2e activation, dans une salle de cours, j'entendais un grésillement et j'étais très inquiète qu'il y ait un problème avec mon implant, avant qu'on m'explique que c'était le bruit du néon. Donc c'est la première fois que j'entendais le bruit de la lumière du néon. Donc pour vous montrer à quel point quand même le 2e implant a beaucoup changé les choses. Après cette 2e implantation, j'ai refait 4 mois d'orthophonie. Et au bout de 4 mois, avec la même orthophoniste que quand j'étais bébé. Après 4 mois, elle m'a dit qu'il n'y en avait plus besoin. Et puis j'ai refait 1 an d'orthophonie de chant en fait, de chant pour la rééducation auditive. Mais j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et justement, je voulais surtout mettre l'accent sur la rééducation dans mon témoignage, parce qu'on a un peu l'impression que c'est seulement une opération comme toutes les autres et qu'il suffit de la faire, mais il y a un énorme travail de rééducation derrière, et je pense que je dois au moins autant à tout le travail qui a été fait derrière qu'à l'implantation elle-même. Donc ça remonte quand même à il y a plus de 20 ans, à un moment où l'implant commençait juste à apparaître. Il était un petit peu pas très connu, pas très fiable, les gens ne le recommandaient pas trop. Et mes parents ne connaissaient absolument rien à la surdité, puisqu'il n'y a personne dans ma famille de sourds. Donc ils entraient dans un monde complètement nouveau, et ils étaient vraiment très démunis au départ.
On leur a conseillé d'abord de renoncer à l'implantation et de m'apprendre la langue des signes en disant qu'il n'y avait aucune chance que j'apprenne un jour à parler. Mais mes parents sont tous les deux professeurs, mon père de littérature française et ma mère de littérature comparée et d'allemand. Et ils n'ont pas voulu renoncer à la possibilité que je parle leur langue sans essayer. Bien sûr, ils auraient été tout à fait prêts à m'apprendre la langue des signes plus tard si c'était la seule façon de communiquer avec moi. Mais avant, ils ont voulu essayer quand même de m'apprendre à parler français. Et donc, ce qu'ils ont utilisé, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissez, j'espère que vous le connaissez, c'est la LPC, donc la langue française parlée complétée. Ça sert à compléter la lecture labiale. Donc, on parle normalement et on fait avec la main des gestes pour aider à différencier ce qui, sur les lèvres, ne se différencie pas forcément. Et donc, ce qu'on voit sur l'écran, la forme de la main, c'est la consonne, l'endroit du visage, c'est la voyelle. Et donc, on parle le français tout en complétant avec la main. Et ce système, qui est malheureusement très peu connu encore aujourd'hui, ce n'est pas plus connu que quand j'étais bébé, a été extrêmement utile pour moi, puisque ça fait que en fait, mes parents pouvaient me parler français avant mon implantation. C'est-à-dire que je n'ai eu aucun retard d'apprentissage de la langue, ce qui est le principal problème chez les enfants nés sourds, parce que grâce à ça, mes parents me parlaient déjà en français. Alors bien sûr, j'avais une prononciation mauvaise tant que j'entendais pas, mais tout ce que j'ai eu à faire après l'implant, c'était de corriger ma prononciation, ce qui s'est fait extrêmement vite, mais je savais déjà parler français, je comprenais déjà français. Ça a été vraiment extrêmement utile pour moi. Donc, autour de moi aussi, toute ma famille l'a appris, mes parents, mes grands-parents, des amis de mes parents, et puis mon frère et ma sœur, qui avaient juste quelques années de plus que moi. Et si je montre cette photo, c'est parce que je pense que ça a été extrêmement important aussi dans ma rééducation d'avoir la stimulation permanente des gens de ma famille. Et donc ma sœur est en train de me coder sur cette photo. Et puis il y en a une autre qui a été publiée dans un journal qui date de 2002, je pense, où j'aime bien cette photo parce qu'on voit sur mon expression, je ne sais pas si vous la voyez un petit peu, que je comprends tout à fait ce que me dit ma sœur et que je suis très heureuse. Donc dans une piscine, à l'époque, pas question d'avoir des appareils dans l'eau. Et c'est d'ailleurs pour ça que cette photo a été choisie, je pense, parce qu'elle montre bien à quel point l'ALPC me permettait de communiquer sans problème quand j'étais enfant. Et si j'en parle autant, c'est parce que je pense que c'est utile aussi pour des sourds adultes qui savent déjà parler. Je m'en sers par exemple quand on entend un mot qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Les gens mâchent leurs mots, ne comprennent pas tout, et ça permet vraiment de séparer chaque syllabe, de tout entendre dans le mot et d'apprendre les mots comme il faut. Et puis aussi beaucoup pour les langues étrangères. Je ne m'en suis pas servie, mais l'ALPC existe dans beaucoup d'autres langues. En anglais notamment, il y a le Cute Speech, et c'est le même principe. Et je n'en ai pas eu besoin, mais ma mère avait envisagé de l'apprendre quand j'ai appris l'anglais. Ça permet vraiment de connaître toutes les syllabes, phonétiquement de tout, et d'apprendre beaucoup mieux les langues étrangères, je pense. Et je m'en sers aujourd'hui encore, donc le matin quand je me lève et que je suis trop fatiguée pour remettre tout de suite les implants, ma famille parle avec moi avec la LPC. Voilà. Je voulais donc beaucoup insister sur l'aide de ma famille et de mes parents. Je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais quand je vois des photos de quand j'étais petite, ou des objets qui restent, mes parents ont vraiment tout fait pour m'apprendre à parler quand même, me stimuler autant que possible. Ils ont fait des petits livres pour moi, ils me faisaient écouter les enregistrements. J'ai mis une dernière photo avec mon père, où là encore je trouve qu'on voit bien à quel point je suis un petit enfant dont on s'occupait très bien. Et je pense que je dois beaucoup aux soins de mes parents pour me donner accès à la langue, d'entendre aussi bien aujourd'hui. Par exemple, ma mère pensait que j'aurais du retard à l'école pour l'apprentissage de la lecture. Et donc, elle s'est mise à m'apprendre à lire avant que j'aille à l'école. Et finalement, j'ai appris tout aussi vite que n'importe quel autre enfant. Ce qui fait que quand je suis entrée à l'école à 3 ans, je savais déjà lire.
qui montre bien aussi tout l'effort que mes parents faisaient pour moi. Et puis, la lecture était vraiment très importante pour moi, parce qu'on ne le dit pas assez, mais finalement, on entend mieux les mots qu'on connaît. Il faut avoir une grande base de données, de vocabulaire, pour mieux reconnaître les mots. Et j'ai appris énormément de vocabulaire avec la lecture, et ça contribue, je pense, à la qualité de l'audition derrière. Juste pour la petite anecdote que j'avais déjà racontée la dernière fois, j'avais lu dans un livre, vous savez, l'expression « Allez les gars », G-A-R-S. Dans les livres, ça revenait souvent, et je ne savais pas comment la prononcer, et donc une fois j'ai crié à la cantonade « Allons-y les garces » en prononçant le S. Et on m'a expliqué que ce n'était pas la bonne prononciation, bien sûr, mais je trouve que ça montre bien à quel point, en fait, c'est avec la lecture que j'ai appris beaucoup de vocabulaire, et je trouve que c'est très important. Et maintenant, je voulais juste vous parler très rapidement de mes études, parce que je pense que c'est quelque chose qui fait encore très peur aux parents d'enfants sourds, et puis aux jeunes sourds aussi. Parce que dans mon cas, j'ai fait des études, alors au début tout à fait normales. J'ai sauté une classe puisque je savais déjà lire quand je suis entrée en maternelle. J'ai jamais eu d'assistance ni d'aide en cours, en maternelle, au collège, tout s'est très bien passé. Mais ça a commencé à se corser un tout petit peu quand j'ai commencé les études supérieures, puisque c'est plus du tout les mêmes conditions d'enseignement, c'est plus les petites salles qu'on a au collège et au lycée. Donc j'ai mis juste une petite photo de ça. Donc je suis entrée en prépa, en classe prépa littéraire, en Hippocagne, et tout de suite le nombre d'heures de cours et la quantité de travail étaient bien supérieurs. Donc ça, c'est mes classeurs après le premier semestre. J'ai eu des problèmes au début, et donc c'est un peu ce dont je voulais parler maintenant. Et mon principal problème, c'était de vaincre la fatigue. Je n'ai pas la capacité de me concentrer et d'écouter des cours aussi longtemps que des normaux entendants. Ça me demande beaucoup de concentration. Et je me suis très vite rendu compte, j'étais très fatiguée au début de ma prépa. Et la première chose que j'ai faite, en fait, c'est de retoucher mes réglages. Et je voulais en parler parce que donc, j'avais tendance jusqu'à ce moment-là à toujours vouloir augmenter mes réglages, à monter les seuils d'audition en me disant plus j'entends, mieux c'est, il faut que j'entende le plus de choses possible. Et en fait, il y a un stade où c'était trop et c'était fatigant d'entendre. Et donc je suis allée à l'hôpital, ils m'ont rebaissé mes réglages et paradoxalement j'entendais mieux après parce que ça me demandait moins d'efforts. Juste pour vous dire qu'il ne faut pas forcément toujours chercher à augmenter ce qu'on entend et que des fois entendre un petit peu moins ça permet d'entendre mieux. Et je ne voulais pas le comprendre au début. Donc j'ai fait changer mes réglages. Et puis après, je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à travailler le soir après avoir eu 8 heures de cours parce que j'étais trop fatiguée. Sauf que quand on est en prépa, si on ne travaille pas, on est vite perdu. Et donc j'ai décidé de changer un peu mon rythme de vie. Et je me suis mise à me coucher beaucoup plus tôt pour me lever plus tôt et travailler avant d'aller en cours, avant d'être fatiguée. Et donc je me couchais à 8 heures du soir et je me levais à 4 heures du matin pour travailler avant d'aller en cours. Et en fait, moi, c'était un rythme qui m'allait très très bien. J'étais beaucoup plus efficace le matin en me levant. Et ça me permettait de suivre les cours sans être fatiguée et de tout de suite dormir après. Et c'est encore une chose sur laquelle je veux insister, le sommeil. Parce qu'en prépa, j'avais beaucoup de camarades qui m'expliquaient qu'ils faisaient des nuits blanches, qui travaillaient 2 ou 3 heures, enfin qui dormaient 2 ou 3 heures par nuit et tout. Et moi, c'était totalement impossible. J'ai besoin de 8 ou 9 heures de sommeil pour être efficace. Je le dois peut-être un peu à cause de l'implant, peut-être à cause de ma nature propre aussi. Mais le plus important pour moi quand j'étais en prépa, c'était de rester en forme, de ne pas être fatiguée. La dernière chose dont je voulais parler, c'était le micro-HF. Puisque j'ai discuté avec beaucoup de personnes qui ne veulent pas s'en servir. Donc c'est un petit micro qu'on donne au professeur et qui envoie le son directement dans les implants. Et alors moi je l'avais eu la première fois quand j'étais au collège. Je l'avais essayé une fois, j'avais dit ça marche pas, c'est nul, je l'avais rangé et je m'en étais jamais resservie jusqu'en prépa.
où j'ai réessayé et en fait ça m'a énormément aidée. Les gens ne veulent pas s'en servir parce qu'ils disent que ils veulent pas attirer l'attention sur eux, montrer qu'ils sont sourds, embêter les autres. Et en fait, quand j'étais en prépa et que je m'en suis resservie, ça m'a beaucoup aidé à être moins fatiguée, à entendre en me concentrant moins. Ça a été vraiment très important pour moi. Et donc je voulais vous encourager aussi, ceux d'entre vous qui hésitaient à l'utiliser, c'est parfois extrêmement utile. Ça enlève beaucoup de fatigue pour entendre. Le dernier point dont je voulais parler un petit peu, donc pour ce qui est de la musique, un petit peu comme rééducation, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent ça totalement inutile et qui disent que déjà il y a beaucoup de gens entendants qui chantent très faux, qui ne savent pas chanter, que la musique on s'en passe très bien, que le but premier de l'implant c'est quand même d'entendre la parole, un point c'est tout. Mais dans mon cas précis, ça a été vraiment, je trouve, une grande aide. Donc j'ai commencé à faire de l'alto quand j'avais 6 ans, j'en ai fait donc jusqu'à l'âge de 15 ans, après j'ai arrêté au niveau du lycée. J'avais choisi cet instrument parce que c'est comme un violon, on le met contre son pouls, et donc la sensation des vibrations me plaisait énormément. Mais après, ça a le défaut, le piano, quand on tape les notes sont justes, le piano est réglé en soi, alors que l'alto, il faut le faire à l'oreille pour jouer juste. Et donc je jouais pas très juste. Je ne pouvais pas complètement me fier à mon oreille, et donc j'ai jamais pu aller jusqu'à un très haut niveau en alto. Donc j'ai arrêté, et puis j'ai recommencé un petit peu quand j'ai eu ma deuxième implantation, parce qu'il s'est passé quelque chose de fantastique. C'est que après ma deuxième implantation, je me suis rendu compte, donc toute ma famille, mon frère est très musicien, il faisait du piano, ma soeur de la clarinette. Et un jour, en passant devant le piano de mon frère, j'ai tapé une note et j'ai chanté par-dessus, et je me suis rendu compte que j'étais capable de moduler ma voix jusqu'à ce que les deux sons coïncident. C'est-à-dire que dans l'absolu, je ne suis pas capable de chanter une note juste, mais avec un modèle sur lequel m'appuyer, je peux l'imiter. Et donc j'étais très excitée en me disant que je pouvais enfin apprendre à chanter juste. Même si c'est totalement inutile de chanter juste dans la vie, c'est un grand plaisir pour moi. Donc j'ai repris le chant à ce moment-là, donc j'ai fait du chant avec une orthophoniste. Et puis très récemment, j'ai recommencé avec simplement des vrais chanteurs, pas du tout spécialisés dans la surdité, pour m'aider à apprendre à chanter. Et je trouve que c'est très important parce que aussi, ça me donne l'impression que je peux travailler mon audition. Et quand j'apprends à chanter une chanson, juste entre le début d'une séance et la fin d'une séance, j'ai l'impression que mon audition s'est déjà affinée. Et j'ai l'impression qu'il y a comme un énorme potentiel de mon audition qui, en temps normal, m'arrive comme ça, je ne la travaille pas, je l'ai tout donné. Mais en travaillant le chant, j'ai l'impression que je peux faire progresser cette audition. Donc même si ça paraît un petit peu une montagne insurmontable à beaucoup d'entre vous, je voudrais vous encourager à essayer la musique quand même. Voilà. Et puis donc pour terminer, juste pour ne pas dresser un tableau trop rose, c'est vrai qu'il reste des difficultés. L'implant a beau marcher extrêmement bien, il ne marche pas aussi parfaitement qu'une audition normale. Et je dirais, il n'y a pas de jour dans ma vie où j'oublie complètement que je suis sourde. Et je voulais juste le rappeler très rapidement pour qu'on ne se fasse pas d'illusions non plus. Je pense que c'est des problèmes que vous-même vous connaissez tous. Donc déjà, j'entends beaucoup moins bien tout ce qui est d'origine électronique, les sons d'origine électronique, donc le téléphone, la télévision, l'interphone, ce genre de choses. Je dois prendre sur moi pour appuyer les gens. Ça me demande plus d'efforts. Il me faut, pour entendre, plus d'efforts que des personnes normalement entendantes, et j'en ai parlé tout à l'heure, contrainte à vraiment changer mon rythme de vie à cause de ça. La dépendance à la lecture labiale, on en est tous conscients, même en fait les gens entendants, avec les masques aujourd'hui, se rendent compte qu'ils ont besoin des lèvres. Et donc pour vous tous et pour moi aussi, cette période de masque est très difficile. Les difficultés dans le bruit, bien sûr, comme pour tout le monde. De ne pas être capable de me focaliser sur
sur une source de son, ça fait que les repas, quand on est trop nombreux, j'entends plus. Ça a beaucoup changé ma vie sociale aussi, c'est-à-dire que j'ai des groupes d'amis. J'ai plutôt tendance à avoir un ou deux amis seulement à la fois et pas trop à participer à des grandes soirées ou des grandes bandes d'amis comme le font mes camarades. Donc c'est vrai que l'implant a changé cet aspect-là. Quelques acouphènes, surtout quand j'étais petite et en fait uniquement quand je suis très fatiguée. C'est quand je suis fatiguée que les acouphènes viennent. Et là, en fait, depuis que j'ai fini ma prépa, ça va mieux. Je crois que je suis moins fatiguée, et donc j'ai moins d'acouphènes. Et puis, bon, dans la vie quotidienne, les gens ne voient pas que je suis handicapée. C'est un handicap complètement invisible. En plus, j'ai une voix normale, donc les gens ne se rendent pas compte. Et j'ai très souvent des incidents dans la vie de tous les jours, en faisant les courses. Dès que en fait, je n'entends pas ce que dit mon interlocuteur, ils sont tout de suite très agressifs parce qu'ils n'imaginent pas que je n'entends pas. Et donc j'ai très souvent des problèmes dans la vie quotidienne et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous. Voilà. Mais donc juste pour terminer, il y a des problèmes, certes, il y en a beaucoup encore, mais l'implant a vraiment été pour moi une immense chance. C'est pour ça aussi que j'essaye de témoigner aujourd'hui. Vraiment un miracle pour moi. Et rien de ce qui est ma vie maintenant n'aurait été possible sans l'implant. Je me suis permis de vous mettre une petite photo de mon mariage, puisque donc, j'ai épousé un homme qui ne connaît rien à la surdité, qui ne parle pas la langue des signes, qui ne parle pas la LPC, et en fait qui ne parle même pas français, puisqu'il est coréen. Et donc ensemble, nous parlons en coréen. Je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure, j'ai fait des études de langue, j'ai adoré les langues, j'ai fait donc de l'anglais, du coréen, du japonais, du chinois, de l'allemand. Toutes mes études sont centrées sur les langues et je suis devenue en quelque sorte un petit peu une spécialiste de la langue, plus que mes amis entendants. J'ai ouvert une entreprise de traduction du coréen et du français avec mon mari. Et donc tout ce qui dans ma vie repose autour de la langue n'aurait pas été possible sans mon implant. Et il y a beaucoup de personnes qui s'étonnent sur mon choix, ma vocation, et qui me disent pourquoi avoir choisi des études de langue alors que tu es sourde, c'est complètement paradoxal. Mais moi je pense qu'au contraire, c'est parce que je suis sourde que j'ai eu cette attirance pour les langues. Parce que quand j'étais petite, mes parents ont fait autant d'efforts pour m'apprendre la langue, beaucoup plus que pour un enfant normal, je pense. C'est-à-dire qu'un petit enfant qui fait des fautes de langue ou de prononciation, on ne le corrige pas systématiquement. Mais moi, comme on craignait que je ne parle pas, donc mes parents faisaient des efforts supplémentaires et ils m'ont fait m'intéresser à la langue beaucoup plus que d'autres enfants, je pense. Et c'est cette attention à la langue, cette compréhension de la langue que j'ai depuis que je suis toute petite qui a fait que j'ai continué dans les langues vivantes et que j'ai vraiment cet amour particulier pour les langues. Donc je pense qu'en fait, la surdité m'a en quelque sorte donné un accès privilégié à la langue. Et c'est un petit peu pour ça aussi que je voulais témoigner aujourd'hui.